Mes modèles se sont souvent avérés décevants, que ce soit en famille ou dans mon cercle d'amis. Quand notre enfant adhère à un modèle qui est malsain, qui ne lui apporte pas de bonnes choses, ce qui est important, c'est de voir, mais pour quelle raison mon enfant va adhérer à ce modèle? Les parents peuvent être de très bons modèles, à condition de ne pas rechercher la perfection. Mon but, c'est de montrer un certain exemple et de faire en sorte que les autres jeunes puissent également s'engager. L'idée que les enfants peuvent eux aussi devenir des modèles est une découverte fondamentale pour la recherche. Je m'appelle Ella Elise, j'ai 8 ans et j'habite à Berlin. Pour moi, un modèle, c'est quand on fait quelque chose de bien et que quelqu'un d'autre nous imite. Parfois, j'aimerais savoir dessiner aussi bien que maman. Parce qu'un jour, elle a fait un dessin et je me suis dit « Waouh, j'aimerais bien pouvoir dessiner comme ça ». Puis il y a des fois où j'aimerais être comme mon papa parce qu'il fait plein de choses que j'aimerais savoir faire aussi. Mais j'y arrive pas parce que je suis encore trop petite. Je m'appelle Moritz Daum, je suis professeur de psychologie du développement à l'université de Zurich. Quand un enfant imite quelqu'un, il se passe beaucoup de choses dans son cerveau. Ça commence à un niveau très basique, au niveau cellulaire. Quand il voit quelqu'un en train de faire quelque chose, ça active des séquences de mouvements similaires dans son cortex moteur. Mais pour autant, l'enfant n'imite pas tout ce qu'il voit. Il nuance ce qu'il observe grâce aux émotions qu'il ressent. Dès le plus jeune âge, l'enfant est très sélectif dans ce qu'il va copier chez les autres. Il préférera imiter une personne qu'il connaît plutôt qu'une personne qu'il ne connaît pas. Est-ce que cette personne a déjà fait des choses intelligentes ou pas? Est-ce qu'elle est compétente? Est-ce qu'elle a déjà fait des erreurs? L'enfant préférera imiter la personne compétente car il lui fait davantage confiance. Pour tout ce qui est nouveau, il va plutôt faire confiance aux adultes. C'est en observant le comportement des adultes et des gens qui les entourent que les enfants apprennent les valeurs et les normes. Je m'appelle Tebogo-Niminde Dundadengar et je suis psychologue, entrepreneuse et auteure. Comment gérer un conflit? Comment éviter les disputes? Comment les régler? Comment je fais pour présenter mes excuses quand j'ai fait quelque chose de mal? Les modèles et les personnes autour de nous jouent un rôle très important pour ces choses-là. L'environnement d'un enfant d'1 ou 2 ans est encore relativement restreint. Les personnes de référence les plus importantes sont les parents et peut-être les grands-parents. Tout ce que l'enfant apprend sur la façon dont on se comporte les uns avec les autres est influencé par les comportements des parents. Si dans sa famille les échanges se font dans la bienveillance et dans l'amour, c'est ce que l'enfant retiendra. Inversement, s'il y a des hurlements ou même des coups, c'est ça qu'il va retenir. Au départ, pour l'enfant, le monde entier fonctionne comme sa famille. Ce n'est que quand l'enfant arrive en maternelle, quand il rencontre d'autres enfants et d'autres parents, qu'il commence à comprendre qu'il y a d'autres façons de faire. L'environnement de la maison a donc une influence énorme, notamment durant les premières années de la vie. Une influence que les parents ont souvent tendance à sous-estimer. Est-ce qu'il y a des choses chez tes parents que tu n'as pas envie de copier? Il y a des mots que maman et papa utilisent parfois et que j'ai pas trop envie de répéter parce que je trouve pas ces mots très jolis. Quand on dit ce genre de mots à quelqu'un, c'est assez méchant. Mais je pense pas qu'ils disent ces mots-là méchamment. C'est juste que sur le moment, ils n'arrivent pas à faire autrement. On discute beaucoup. Il arrive qu'on se dispute, mais c'est plutôt rare. Et même avec les enfants, quand quelque chose nous déplaît ou ne se passe pas comme on veut, on essaie d'être honnête et de ne pas le cacher. Et on est aussi capable de s'excuser. Ça nous est déjà arrivé de présenter nos excuses à nos enfants.
Oui, pour des propos qui ont un peu dépassé notre pensée. En fait, c'est super que les parents fassent parfois des erreurs. Parce que ça permet aux enfants d'apprendre comment on gère ces erreurs. Le fait que nous ayons autant de mal à nous excuser est lié à la façon dont ces situations étaient gérées durant notre propre enfance. Quand on était enfant, qu'on faisait une erreur et qu'on le reconnaissait, comment réagissaient nos parents? Est-ce que ça les mettait en colère? Est-ce qu'on avait plutôt intérêt à taire nos erreurs et à ne pas nous excuser? Ou bien est-ce que nous avons appris que le fait de s'excuser était valorisé? Comprendre que certains comportements donnent lieu à une récompense ou à une punition fait partie de l'apprentissage de l'enfant. Comment gère-t-on un conflit? Comment évite-t-on les disputes? Comment les règle-t-on? Comment je fais pour m'excuser quand j'ai fait quelque chose de mal? Les modèles et les personnes autour de nous jouent un rôle très important pour ces choses-là. La pression d'être un modèle, on la ressent constamment. D'autant que la société nous incite à nous comparer aux autres, à essayer de voir ce que d'autres réussissent mieux que nous. Personnellement, j'essaie de prendre du recul par rapport à ça. Mais la pression est inévitable. Il y a forcément des moments où on se dit « Est-ce que j'ai agi correctement? Est-ce que je n'aurais pas dû être un peu plus sévère ?» Les parents peuvent être de bons modèles, surtout s'ils arrivent à rester authentiques. Il y a des parents qui, à partir du moment où ils ont un enfant, veulent absolument être parfaits. Et je trouve que c'est une très mauvaise idée. D'une part, les gens parfaits n'existent pas. Et d'autre part, les enfants ressentent très bien quand leurs parents ne sont pas authentiques, quand ils se mettent la pression et quand ils mettent leurs propres besoins en veilleuse pour essayer d'être parfaits. Ce que j'entends par parents parfaits, ce sont les parents qui ne se mettent jamais en colère, qui ne perdent jamais patience, qui ne disent jamais « j'en ai assez, je n'en peux plus, ça suffit maintenant », mais qui au contraire priorisent toujours les besoins des enfants et essayent d'y répondre. Ce qui est inhumain en soi. Quand un enfant a des modèles parfaits, il n'a aucune chance de faire aussi bien. Il sera sans cesse confronté à ses propres insuffisances. Il ne pourra jamais devenir aussi parfait que ses parents prétendent l'être. Mon plus grand défaut, c'est sans doute l'impatience. Mais il y a du progrès. Au moins, tu en es conscient. Avec les enfants, il y a un juste milieu à trouver. Les enfants ne font pas toujours les choses aussi rapidement que les adultes, c'est évident. Et donc oui, l'impatience est mon trait de caractère que je combats le plus. On travaille dessus. L'éducation est une affaire de patience. Les parents devraient être empathiques avec leurs enfants, mais aussi avec eux-mêmes. Certains apprentissages prennent du temps. Tout ne fonctionne pas du premier coup. Il y a des choses qui nécessitent un peu d'entraînement. Quand des parents s'impatientent, quand ils s'énervent parce qu'un enfant n'entend pas qu'il doit changer de comportement, le meilleur conseil qu'on puisse leur donner, c'est de se regarder dans un miroir. Quand un enfant essaye de se faire remarquer, quand il est agité, l'idéal est de s'observer en tant que parent et de se demander « Comment je me sens, moi, en ce moment ?» Est-ce qu'il y a quelque chose qui me préoccupe? Est-ce que je suis stressée au travail? Le comportement des enfants est très souvent le reflet de nos états d'âme inconscients. Bon, et toi? Oui, alors moi, effectivement, je suis bipolaire. Je n'ai pas trop d'épisodes maniaques, mais malheureusement, j'ai régulièrement des phases de dépression. Ce que je considère comme un cadeau, c'est que je suis toujours capable de me lever pour mes enfants, même dans les pires moments. Je suis toujours là au petit déjeuner, je suis pleinement présente. Mes moments de calme, quand je me replie sur moi-même et que je regarde les murs, j'essaie de les avoir dans la journée. Comme ça, à 15h, j'ai la force de ressortir, d'aller chercher les filles à l'école et de participer à leurs activités. Ce qui nous amène jusqu'à 20h, 20h30. Et pour ça, j'ai l'énergie nécessaire. Mais c'est sûr, elles m'ont déjà vue triste. Quand les parents pleurent parce qu'ils sont tristes ou à cause d'un événement grave et que les enfants viennent les consoler, les parents peuvent accepter cette aide dans un premier temps et se laisser consoler. Les enfants ont besoin de cette forme de proximité. Mais dans un deuxième temps, il est important que le parent fasse comprendre à l'enfant « Tout va bien, je peux gérer la situation, merci d'avoir été là pour moi, mais à partir de maintenant, je reprends le contrôle. »
Ce qui est important, c'est de soulager à nouveau l'enfant en lui montrant clairement qu'on reprend ses responsabilités d'adulte. Je m'appelle Mia, j'ai 16 ans et j'habite à Hambourg. Mes modèles se sont souvent avérés décevants, que ce soit en famille ou dans mon cercle d'amis. Mon père a toujours été un mauvais exemple durant toute mon enfance, mais je n'en avais jamais vraiment pris conscience. Ce n'est que lorsque j'ai démarré ma thérapie que j'ai réalisé que la situation était vraiment grave, parce que ce n'était pas rien. Mon père avait des problèmes d'alcool. Alors je sais, beaucoup de gens disent que boire une bière après le travail, ce n'est pas bien méchant. Mais la vérité, c'est que l'alcool change les gens. J'en ai fait moi-même l'expérience. En fait, il fallait toujours qu'on soit la famille parfaite. On ne parlait jamais des problèmes. On n'avait pas le droit d'en parler. Et ça, c'est très malsain. Quand des parents ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants, que ce soit lié à un problème de dépendance ou autre chose, ça entraîne des conséquences multiples sur les enfants et sur leur développement. Prenons le cas d'un parent qui souffre de dépression et qui, de ce fait, n'est plus en mesure d'interpréter correctement les signaux de son environnement, ni ceux de son enfant. Il ne réagit plus de manière adaptée, ou il réagit à contretemps, ou il ne réagit pas du tout. Ce que l'enfant va retenir, c'est « j'ai un besoin qui n'est pas satisfait ». La conséquence, c'est que la relation d'attachement enfant-parent ne sera pas sécurisante et que la confiance en soi ne se construira pas aussi bien qu'elle le devrait, parce qu'il n'y a pas ce soutien et cette confiance. Or, la confiance qu'un enfant construit à travers la relation avec ses parents est une base essentielle pour le développement de son autonomie. Quand les parents souffrent d'une dépendance, la situation est comparable. Car dans ce genre de cas, l'interaction enfant-parent est tout aussi malsaine. L'enfant est constamment aux aguets. Comment réagit mon père? Comment réagit ma mère? Et il va utiliser énormément d'énergie à se demander ce qu'il a le droit de dire et ce qu'il vaut mieux ne pas dire. Et ça peut avoir des répercussions à l'âge adulte, où des paramètres comme l'autonomie ou le sentiment de sécurité peuvent poser problème. Quand des personnes développent un problème psychique, de quelque nature qu'il soit, c'est très souvent parce que cette confiance leur a fait défaut durant leur enfance. Après la séparation de mes parents, je n'allais plus à l'école régulièrement parce que psychologiquement, j'en étais plus capable. Un peu plus tard, j'ai fait mon premier séjour à l'hôpital. J'ai été internée, ce qui n'a pas été un moment facile. Et ensuite, je suis allée dans une unité thérapeutique où j'ai été suivie, mais pas longtemps. Et là, j'ai rencontré mes premiers modèles toxiques. Je discutais avec plein de gens très différents. Certains avaient un enfant, d'autres étaient totalement toxicodépendants alors qu'ils étaient très jeunes. Et ce genre de choses, ça vous influence. Ma consommation d'alcool a beaucoup augmenté. Dans ma chambre, à l'hôpital, j'avais parfois des bouteilles de vin que je buvais entièrement. C'est là que j'ai commencé à sombrer. Pour ce qui concerne les drogues, j'observais les autres et j'avais l'impression qu'ils arrivaient plus ou moins à gérer leur consommation. C'était en tout cas ce que je pensais à ce moment-là. Avec le recul, je sais que ce n'était pas le cas. Mais à l'époque, ça m'a en partie influencée. En fait, je voyais surtout qu'en se droguant, ils déconnectaient totalement et qu'ils n'étaient plus du tout accessibles émotionnellement. Et moi, je voulais être pareil. Quand les enfants grandissent, les questionnements identitaires deviennent de plus en plus pressants. Qui suis-je? Quelle est mon identité? Dans cette situation, ils recherchent du soutien. Et très souvent, ils le recherchent dans un groupe de jeunes du même âge qu'eux et qui fonctionnent comme eux. Le désir d'appartenance au groupe est très fort. Dans mon groupe, on fait les choses d'une certaine manière, tout le monde fait pareil, et comme je fais partie du groupe, je sais à peu près qui je suis. Et ça peut aller jusqu'à des actes criminels. À cet âge-là, les enfants recherchent le risque. Ils veulent tester les limites, et notamment les limites de ce qui est autorisé. Je suis Isabelle Filiosa, je suis psychothérapeute, enseignante et écrivaine. Et donc, pour définir qui je
au lieu de simplement adhérer aux seuls modèles familiaux, je vais chercher des modèles un petit peu partout pour m'aider à me construire. Je vais tester, je vais endosser de nouveaux personnages. Quand notre enfant adhère à un modèle qui est malsain, qui ne lui apporte pas de bonnes choses parce qu'il va être un modèle agressif, l'encourager dans des voies de délinquance ou d'extrémisme ou de mauvaise nourriture, eh bien, ce qui est important, c'est de voir, mais pour quelle raison mon enfant va adhérer à ce modèle. Et donc, en tant que parent, je vais m'intéresser aux besoins, aux émotions de l'enfant à l'intérieur de lui, plutôt que de chercher à fixer ou à changer ce qu'il fait à l'extérieur de lui. Et à ce moment-là, si je réponds aux besoins de l'enfant, naturellement, il va laisser tomber ce modèle pour choisir un modèle plus constructif pour lui. En tout cas, c'est sur cette voie qu'on peut aller. Les parents devraient donner à leurs enfants ce qu'on appelle, de manière un peu romantique, l'amour inconditionnel. C'est le simple fait d'être présent pour les enfants et de leur donner de l'amour. C'est ce bagage que les enfants emporteront avec eux, cette confiance de pouvoir tout raconter à leurs parents, même les épisodes les moins glorieux, sans que ça ne donne lieu à un torrent de reproches. Oui, il m'est arrivé de faire des choses qui n'étaient pas super. C'était des bêtises que j'ai faites avec des copains. Mais je préfère pas trop entrer dans les détails. Je pense qu'inconsciemment, j'avais envie de me rebeller, de me révolter contre tout ce qui s'était passé auparavant. Mais je me suis vite rendu compte que ça ne plaisait pas du tout à ma mère. Et là, je me suis fait du mal à moi-même. Mais j'en ai aussi fait à la relation avec ma mère. Donc oui, je dirais que je me suis beaucoup révoltée, mais que c'était plutôt inconscient et pas réellement intentionnel. Le fait que les jeunes se révoltent contre leurs parents est sain et normal. C'est une étape de leur développement. Si ce n'était pas le cas, nous habiterions sans doute encore tous chez nos parents, parce que c'est quand même très sympa et confortable. Les jeunes ont besoin de leurs parents pour s'opposer à eux. Les frictions parents-enfants font partie du processus de détachement et de cette prise de conscience. Je ne suis pas en symbiose avec mes parents. Je suis une personne à part entière. Et je veux savoir en quoi je suis différente de mes parents. Non seulement physiquement, mais aussi mentalement, intellectuellement, de par mes valeurs. Et pour ça, il faut se différencier des parents. Pour telle chose, j'ai envie d'être différent d'eux. Pour telle autre chose, je vais faire comme eux. Mais surtout, à un moment, je vais avoir envie de me détacher de la relation parent-enfant, de vivre ma propre vie, de quitter la maison. Et puis, dans un deuxième temps, de construire une nouvelle relation avec mes parents. Parmi les gens qui m'ont aidé à changer mon environnement, il y a eu ma sœur. Elle m'a beaucoup aidée parce qu'elle est toujours restée positive. Et puis, il y a eu ma mère, bien sûr. Et tout le réseau social que je me suis construit avec le temps. Et plus on avance, mieux on se sent. J'ai fait des progrès dans ma thérapie. J'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires. Et toutes ces réussites, ça vous rend très heureux. Aujourd'hui, j'ai un super groupe d'amis. J'ai un petit copain qui est très présent pour moi. C'est à ce genre de choses qu'on se rend compte qu'on devient de plus en plus soi-même. Le hasard joue souvent un rôle important dans le choix des groupes dans lesquels les jeunes se retrouvent. En tant que parent, ce qu'on peut faire pour éviter à son enfant d'avoir des fréquentations trop préjudiciables, c'est de lui apprendre à réfléchir de façon critique. Lui apprendre qu'il aura toujours le droit de remettre les choses en question. Et que ça s'applique à tous les domaines, notamment aux groupes dont l'enfant fait partie ou aux influenceurs qu'il suit. Peut-être que l'enfant se dira: là, ce n'est pas anodin. Ce qu'on est en train de me dire ne correspond pas à mon système de valeurs. On est parfois inquiet parce que le parent ne peut pas être un suffisamment bon modèle, globalement, pour de multiples raisons, pour l'enfant. Et c'est oublier qu'il y a de multiples modèles et que si l'enfant a accès à d'autres modèles dans la société, à l'école ou même déjà à la crèche, des oncles, des tantes, des grands frères, des grandes sœurs,
tout le monde autour peut être un modèle. Et donc, nous pouvons faire confiance aux capacités de résilience d'un enfant pour prendre de son parent les compétences qui sont utiles. Donc, ça signifie que nous avons dans la société une responsabilité de prendre soin des enfants qui sont plus à risque pour leur fournir des modèles différents, des modèles variés. Je pense que je me décrirais comme un modèle dans le sens de l'engagement. Donc au travers de mes engagements, mon but c'est de montrer un certain exemple et de faire en sorte que les autres jeunes puissent également s'engager. Donc je m'appelle Noé Renard, j'ai 17 ans et j'habite à Marseille, dans le sud de la France. Parfois, j'ai l'impression qu'on ne donne pas trop d'importance à la voix des jeunes. C'est vrai que dans les institutions politiques, les représentants sont majoritairement plutôt âgés, en moyenne. Et donc, nous proposer avec des instances de jeunes de donner notre avis et de pouvoir rajeunir finalement la politique, c'est super, mais on n'est pas forcément très bien écouté. Et c'est vrai que c'est un bilan que je fais et que je partage avec beaucoup d'autres jeunes. Des enfants et des ados peuvent effectivement être des modèles, et ils le sont très souvent. Certains enfants ou ados sont très célèbres sur les réseaux sociaux et sont de vrais modèles pour leur génération, en matière de protection de l'environnement, par exemple. La génération montante va avoir une influence considérable sur le monde de demain. Il ne s'agit plus uniquement de regarder en quoi les parents influencent leurs enfants. Il faut également regarder l'influence que les enfants peuvent avoir sur leurs parents, sur leur école, sur leur ville. Et c'est essentiel car ce sont eux qui façonneront l'avenir. Je m'appelle Célia Beer, je suis psychologue, collaboratrice scientifique à l'Université libre de Berlin. Notre dominante de recherche est la psychologie et la psychothérapie de l'enfance et de l'adolescence. Et mon domaine particulier est l'implication des jeunes dans cette recherche. Nous sommes en train de mettre en place un conseil consultatif de la jeunesse, dans lequel les jeunes pourront participer activement à nos travaux, contribuer à orienter les recherches menées par l'université et devenir des modèles pour nous en matière de recherche. Donc oui, j'ai créé ma propre association en novembre 2023. C'est Les Engagés Marseille. Mon but, c'est de rendre l'engagement accessible aux jeunes parce qu'on n'a pas forcément cette conscience et cet accès à des personnes engagées, à des organisations. Il y a les inégalités, il y a des problèmes de transport entre certains quartiers, on a des problèmes de pollution, de mobilité. Il y a plein d'enjeux à Marseille. Et donc le fait que chaque jeune dans son quartier puisse se mobiliser pour défendre une cause, ça peut que faire améliorer le quotidien à Marseille. Donc on leur explique comment ils peuvent s'engager dans un parti, comment ils peuvent créer une association, comment ils peuvent rejoindre une association et puis organiser des événements pour défendre les causes qui leur tiennent à cœur. J'ai fait partie d'un groupe de recherche qui a étudié dans plusieurs pays les bénéfices potentiels des comportements pacifistes des enfants et des ados. Nos recherches ont démontré que les enfants peuvent avoir une influence positive sur la manière de penser et sur le comportement de leurs parents. C'est un constat absolument fascinant, car il présente les enfants comme des acteurs à part entière de leur environnement. Dans le cadre de nos recherches sur la promotion de la paix, nous avons formulé ce que nous appelons l'hypothèse des anniversaires. Dans les zones post-conflit, il arrive que les enfants d'un groupe spécifique soient invités à un anniversaire par des enfants appartenant à un groupe différent du leur, d'un point de vue ethnique, religieux ou politique. Et quand les parents viennent récupérer leurs enfants, ça leur permet d'entrer en contact avec des parents de l'autre groupe. Dès lors que les enfants changent d'attitude envers l'autre groupe, l'attitude des parents change elle aussi. D'une certaine façon, les enfants peuvent être des acteurs clés de la promotion de la paix dans les zones post-conflit, mais aussi ailleurs. Nous vivons en démocratie. Cela signifie que chacun d'entre nous doit assumer une part de responsabilité vis-à-vis de la société. Chacun doit contribuer à façonner la société. Or, nous ne reconnaissons pas ce droit de participation aux enfants et aux ados. Ce n'est qu'à leur 18e anniversaire que du jour au lendemain, on leur donne le droit de vote, sans les avoir préalablement formés aux règles de la démocratie.
Comment parvient-on à un consensus majoritaire? Comment règle-t-on les conflits dans une démocratie? Ce sont des choses que les enfants devraient apprendre beaucoup plus tôt, et si possible au sein d'un groupe. Ils devraient aussi avoir davantage d'influence sur leur vie quotidienne. Au fond, ce sont eux les mieux placés pour savoir ce dont ils ont besoin et ce qui est bon pour eux. Être un exemple authentique, c'est savoir d'un côté rester naturel et défendre ses intérêts comme on l'entend et le faire dans l'intérêt d'autrui. C'est-à-dire que défendre des causes, c'est pas le faire pour soi, mais c'est plutôt le faire pour les autres. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de pouvoir montrer aux autres que l'engagement, c'est certes pour défendre des causes qui nous tiennent à cœur, mais c'est surtout pour les autres et pour aider ceux qui en ont besoin. Les parents ont une grande influence sur le désir et la capacité des jeunes à prendre des responsabilités et donc à servir de modèle. Quand des enfants s'entendent dire en permanence « Non, tu n'as pas le droit de faire ça, c'est moi qui fixe les règles » ou bien « Aussi longtemps que tu mangeras à ma table, tu feras comme je te dirai de faire », ils n'ont aucune chance de tester ce qui est bon pour eux et de développer leur identité. Cela signifie qu'en tant que parents, nous devons apprendre à leur faire confiance et à les laisser agir à leur façon pour qu'ils puissent tester les choses comme ils l'entendent.